Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous dire pourquoi je n'aime pas les speed boosters. C'est parti. Sur le papier, on se dit que le speed booster c'est génial, ça permet de gagner en luminosité, pas en ouverture réelle mais en luminosité, faut pas déconner non plus. Ça permet de réduire le crop factor sur le micro 4 tiers et sur l'APS-C, ce qui n'est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Mais ce qui pour moi est le plus important, c'est que ça permet d'utiliser des optiques d'autres marques et ça pour moi je pense que c'est la plus importante de ces facultés. Mais en fait tout ça c'est sur le papier, dans la réalité qu'est-ce que ça donne vraiment? J'ai utilisé plusieurs speed boosters et le premier que j'ai eu c'est le Comlight sur mon GH5 et c'était vraiment une horreur. Entre le vinaitage complètement horrible et les contours complètement dégueulasses, je savais vraiment pas quoi choisir. En plus de ça, on pouvait pas changer l'ouverture, donc je vous recommande vraiment pas celui-là. Il est vraiment pas de bonne qualité. J'ai dernièrement essayé le Viltrock EFZ2 sur mon Z50. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est que contrairement à ce qu'on croit, le Speed Booster ne permet pas d'avoir une vraie ouverture à f2 si on a une optique qui ouvre à 2.8. On va donc lister les 5 choses que font les Speed Boosters et voir si ça vaut vraiment le coup d'en acheter un. La première chose que font les speed boosters, c'est de permettre au capteur d'absorber plus de lumière via la lentille. Il permet donc de créer du flou, mais n'augmente pas le bokeh. Je pense qu'on ne fait pas trop la différence entre le bokeh et le flou, mais en fait, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que si vous mettez un speed booster sur un appareil micro 4 tiers et que vous comparez avec un appareil APS-C, vous verrez que si les deux ont les mêmes optiques, vous verrez qu'il y aura plus de bokeh sur l'APS-C que sur le micro 4 tiers avec un speed booster, même si le champ est plus large. Donc ça permet de créer du flou et d'absorber plus de lumière, mais ça n'augmente pas l'ouverture et ça ne permet pas d'avoir un meilleur bokeh par exemple. Parlons de l'autofocus. Alors, l'autofocus, c'est quelque chose qui est assez sensible sur les caméras. Les speed boosters en général ont tendance à énormément diminuer la qualité d'autofocus de l'appareil. Sur mon GH5, je n'avais pas de speed booster, mais seulement une bague d'adaptation. Et quand je voyais des reviews sur YouTube pour dire que l'autofocus du GH5 était vraiment merdique, je comprenais pas trop pourquoi en fait c'était si dégueulasse que ça. C'est vrai que l'autofocus sur le GH5 n'était pas ouf, mais moi je trouvais que entre les optiques natives du GH5 et des optiques de Canon avec la bague d'adaptation que j'avais, je ne voyais pas vraiment la différence. C'était pas terrible, mais c'était pas mieux avec l'un comme avec l'autre. Donc pour moi, c'est un gros inconvénient de perdre en autofocus, surtout qu'en ce moment, on voit que même si ça a avancé énormément, l'autofocus n'est pas vraiment parfait. Donc on va pas chercher à les détériorer encore plus pour avoir un autofocus encore plus dégueulasse. Moi, je vois vraiment pas l'intérêt. Avec le Nikon Z50, l'autofocus était vraiment dégueulasse avec la bague de Speed Booster. Et en fait, ça, c'était vraiment pas le problème. Le problème, c'est que, vous savez, le Speed Booster, il est vissé à l'intérieur de la bague d'adaptation. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut enlever manuellement. Quand j'ai reçu mon Speed Booster, il était vraiment clean, tout était parfait. Mais après avoir shooté plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'il y avait du liquide qui sortait en fait de la bague. Là où le Speed Booster est vissé à l'intérieur. Et vous savez où cette huile est allée? Directement sur mon capteur. Je me suis retrouvé avec mon capteur plein d'huile juste parce que la bague où ils ont vissé le Speed Booster commençait à, on va dire, chauffer un petit peu. Voilà, tu tournes en plein été, en plein soleil, etc. Donc du coup, il y a un peu d'huile qui sort de là et ça va directement sur mon capteur. Vous imaginez pas à quel point c'est dangereux. Je veux dire, à quel moment on peut se dire que ça, en fait, c'est une bonne idée d'avoir un speed booster qui peut créer ce genre de problème. On met de l'argent sur des appareils qui coûtent extrêmement cher, c'est sûrement pas pour avoir ça. Du coup, j'ai dû acheter plusieurs kits et vraiment faire des recherches pour pouvoir nettoyer le capteur. Vous savez, sur les capteurs mirrorless, il y a une vitre de protection avant vraiment d'avoir le capteur réel. Donc du coup, j'ai pu nettoyer ça et ça a été vraiment un moment de stress pour moi, juste à cause d'un speed booster qui, en soi, n'est pas vraiment extraordinaire. En quatrième point, la réduction de focale. C'est un point assez intéressant parce que ça permet d'utiliser des optiques plein format sur un appareil APS-C par exemple. Mais si vous n'avez pas un bon speed booster, pour moi type Metabone, vous allez perdre en qualité d'image. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a déjà pas mal d'optiques grand angle qu'on peut trouver pour les appareils APS-C. Pourquoi se prendre la tête à aller chercher des optiques plein format si on peut déjà utiliser celles qu'on a en APS-C? Moi, je vois pas trop l'intérêt. Une optique moyenne APS-C qui coûtera vraiment pas trop cher sera largement mieux qu'une bonne optique plein format que vous allez mettre sur votre appareil avec un speed booster extra de moins de qualité. Et enfin, en cinquième point, c'est le fait de pouvoir utiliser des optiques d'autres marques comme Canon, Nikon, etc. qui ont déjà des parcs optiques assez impressionnants. Et si on a un GH5, qu'on n'a pas vraiment toutes les optiques qu'on veut, ce qui m'étonnerait quand même, c'est bien de pouvoir avoir d'autres marques qu'on peut utiliser pour pouvoir en fait agrandir son parc optique. Et c'est là que je reviens sur ma bague en fait adaptatrice que j'avais sur mon GH5 parce que
ça permet en fait de pouvoir faire ça et d'avoir un bon autofocus. On n'a pas de problème par rapport à la lentille, on n'a pas de problème par rapport à la qualité d'image parce que c'est directement lié entre l'optique et le capteur. Donc, on n'a vraiment pas de problème d'huile, ce qui vraiment n'est pas négligeable. Donc, vraiment, est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques, d'accumuler tous ces problèmes juste pour pouvoir avoir un speed booster? Sur Internet aujourd'hui et déjà depuis quelques années, je pense que le speed booster a eu une belle image. On a eu pas mal de personnes, de youtubeurs qui en ont parlé pour dire que c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que d'autres personnes sautent le pas et l'achètent sans vraiment chercher énormément à savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Moi, je ne le recommande pas et je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'un speed booster pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image, que ce soit sur le GH5, la Blackmagic, etc. Il faut vraiment apprendre à utiliser l'appareil tel qu'il est avec de bonnes optiques. On aura vraiment un résultat qui sera largement mieux. Après, si vous voulez avoir un speed booster, je recommande quand même d'avoir un speed booster de qualité. Moi, je pense que Metabone ou encore les speed boosters de chez Canon, par exemple, sont de très bonne qualité parce que au moins, si vous avez un problème, vous savez que ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, ils savent vraiment ce qu'ils font. Et Canon, par exemple, c'est la même marque qui fait l'appareil. Donc, du coup, ils sont vraiment au point sur l'autofocus, sur les problèmes qui sont liés au speed booster. Ils ont vraiment calibré le speed booster, la lentille qui est à l'intérieur pour avoir une bonne qualité d'image et ce ne sera pas vraiment un truc dégueulasse que vous allez avoir. Donc, vraiment, moi, personnellement, je préfère acheter, si je veux un appareil plein format, j'achète directement du plein format. Si je veux un appareil APS-C, j'achète du APS-C pour utiliser des optiques APS-C dessus. Et quand je suis allé sur un tournage à Lyon, les professionnels du cinéma, etc., ils avaient des optiques assez chères, ils mettaient beaucoup de bagues pour adapter, ils créaient eux-mêmes leurs propres bagues pour pouvoir adapter en fait sur les optiques et les appareils. Et je leur ai demandé pourquoi vous n'utilisez pas des speed boosters. Ils m'ont rionné parce qu'ils se sont dit mais attends, tu crois qu'on va prendre ce matériel aussi cher et mettre un speed booster dessus pour pouvoir niquer notre image? Et ils avaient raison en fait, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir un speed booster si on met de l'argent dans des appareils qui sont chers ou des objectifs qui sont chers. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les gars. Dites-moi si vous avez eu des expériences avec des speed boosters. Peut-être que c'était largement meilleur que ce que moi j'ai eu et peut-être que pour vous en fait c'est l'idéal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!